Bonsoir, je suis donc Véronique Letilly et je travaille depuis plusieurs années sur les perturbateurs endocriniens à activité oestrogénique. En fait, il existe plusieurs classes de perturbateurs endocriniens, ceux à activité oestrogénique, donc, ceux à activité androgénique et ceux à activité thyroïdienne. Mais sachez que quelle que soit la classe, ces perturbateurs endocriniens présentent des effets néfastes sur la santé humaine comme sur la santé de notre faune aquatique, par exemple. Alors, docteur en sciences de la vie, auteur de plusieurs publications internationales liées au complexe protéines ADN, ce soir, je vais donc vous parler des perturbateurs endocriniens, leurs menaces, comment évaluer la présence de ces perturbateurs endocriniens et comment faire face à ce risque émergent. D'autre part, je vous présenterai certains travaux qui sont réalisés par notre équipe de recherche à l'Université Bretagne Sud, ici à Vannes, qui est animée par le professeur Olivier Cyr. Alors effectivement, l'image est un peu forte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a attiré votre attention et je vous remercie d'être là ce soir. Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui peuvent se fixer à des protéines tout en altérant la fonction biologique de ces protéines, dont leur activité. Si ces protéines ont la capacité de se lier à notre génome, ceci peut conduire à une dérégulation cellulaire et donc éventuellement à une prolifération anormale des cellules ou tumeurs dans un tissu sain de notre organisme. Certaines de ces cellules peuvent s'échapper de leur lieu de production pour former des métastases, donc cancer. Alors maintenant, si vous prenez votre iPhone et que vous tapiez sur le moteur de recherche Google les mots suivants, endocrine disruptor, vous allez obtenir 386 000 références. Donc cela veut dire que c'est un sujet d'actualité. Maintenant, si vous lisez ces références, vous allez vous apercevoir qu'il s'agit d'une vraie problématique de santé humaine et de santé environnementale. Maintenant, si vous rajoutez à ces deux mots le mot cancer, vous allez obtenir 172 000 références, ce qui signifie qu'environ 50% des références citées précédemment mettent en relation les perturbateurs endocriniens à ce véritable fléau qui est le cancer. Alors pour me présenter, voici en quelques mots ce qui m'a conduit d'une recherche fondamentale, c'est-à-dire menée sur les complexes protéines ADN, vers la conception d'un outil industrialisable pour évaluer le risque œstrogénique dans différents produits, dans des produits cosmétiques, dans des produits alimentaires, dans des emballages, donc vers une recherche plus finalisée. Alors j'ai été initialement formée, et j'ai eu cette chance-là, par le professeur Bernard Alpert, qui est un biophysicien, d'une rigueur, d'une curiosité et puis d'un enthousiasme pour les sciences qui est très rare. Alors au cours de cette thèse, ma thèse portait sur la myoglobine, qui est la protéine qui stocke l'oxygène dans les tissus. Ensuite, j'ai mené un projet de recherche aux États-Unis, à Madison, qui était sous la direction du professeur Catherine Anne Royer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur les complexes protéines ADN. J'ai mis au point une méthodologie pour suivre la formation de ces complexes en solution. Puis, j'ai mené des activités de recherche avec des chercheurs de l'Institut Gustave-Roussy et des chercheurs du CEA de Saclay en utilisant les compétences que j'avais acquises au cours de ma thèse et au cours de mon postdoc. Ensuite, j'ai été nommée en 1994 maître de conférence à l'Université Paris Diderot. Et en 1998, pour des raisons personnelles, j'ai demandé ma mutation ici à Vannes, à l'Université Bretagne Sud. Donc cela fait à peu près 18 ans que je mène des activités de recherche et d'enseignement
à l'UBS à Vannes. Et toujours aussi avec beaucoup de passion. Donc, depuis que je suis arrivée à Vannes, je travaille sur le récepteur aux oestrogènes. Le récepteur aux oestrogènes, c'est une protéine qui est surexprimée dans certaines cellules cancéreuses mammaires. L'activité de ce récepteur est sous le contrôle d'œstrogènes, œstrogènes naturels ou artificiels. D'autre part, ce récepteur, son activité est également contrôlée par des anti-œstrogènes. Les anti-œstrogènes, ce sont des molécules qui bloquent l'action des œstrogènes. Alors, ces travaux ont été financés par l'État, bien évidemment, par la région Bretagne, par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, par la Ligue contre le cancer et plus précisément par le comité départemental 56. Au cours de ces travaux, nous avons mis au point un test cellulaire et moléculaire pour évaluer la présence de ces perturbateurs endocriniens dans différents produits finis, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ceci est mené pour l'association Cerbio, qui est une association qui met en relation des industriels de l'emballage, et l'entreprise Efiella, qui est une entreprise de cosmétiques basée à Arzal, dans le Morbihan. Donc cette année, en plus, nous avons eu la chance d'avoir un projet qui a été accepté et qui est financé par la région Bretagne et par les comités départementaux 56 et 35 pour tenter d'identifier des molécules qui cibleraient spécifiquement le récepteur aux oestrogènes. Car j'ai oublié de vous dire qu'il y a quelques années, avec la station biologique de Roscoff et notamment avec Stéphane Bach et Caroline Corbel, qui est ici présente dans la salle, on avait identifié que des anti-oestrogènes reconnaissaient également une autre protéine, autre que le récepteur aux oestrogènes, la protéine P25. Et cette protéine P25 est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, les oestrogènes et les anti-oestrogènes peuvent avoir différentes cibles protéiques. Et ceci complique l'histoire des perturbateurs endocriniens. Donc ce projet a pour but d'identifier des molécules qui vont cibler spécifiquement le récepteur aux oestrogènes, donc en vue d'identifier des drogues thérapeutiques pour les personnes atteintes d'un cancer du sein. Et également d'identifier des molécules qui ciblent spécifiquement la protéine P25, donc d'identifier des drogues thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors vous n'êtes pas venu pour savoir mon parcours scientifique, mais par contre, vous êtes venu pour savoir ce que c'est que les perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Alors, d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. Alors ça veut dire tout simplement que ces perturbateurs endocriniens peuvent être des molécules étrangères qui vont interférer avec notre système hormonal et qui vont entraîner des effets néfastes sur notre santé comme sur la santé de nos enfants, voire de nos petits-enfants, sans qu'ils soient directement exposés à ces perturbateurs endocriniens. Alors, c'est quoi le système endocrinien? Comme vous le savez tous, notre corps est composé d'organes, donc de glandes endocrines. Et pour que ce corps fonctionne correctement, il faut que tous ces organes travaillent ensemble. Et ces glandes endocrines, à savoir donc l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, le thymus, les surrénales, le pancréas, les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme, synthétisent des hormones. Ces hormones sont sécrétées dans la circulation sanguine, sont véhiculées dans tout notre corps jusqu'à atteindre leur tissu cible, où là, elles vont jouer leur rôle biologique. Alors, qu'est-ce qu'elles assurent, ces hormones? Alors, ces hormones assurent différents rôles. Elles vont jouer un rôle sur la reproduction. Évidemment, certaines hormones vont favoriser la formation de gamètes.
elles vont jouer sur la gestation, la lactation, sur l'instauration de certains caractères secondaires, sur le comportement sexuel. Ces hormones vont également jouer sur la croissance et le développement de l'individu. D'autre part, elles vont jouer sur le maintien de l'environnement interne, c'est-à-dire qu'elles vont contrôler le volume et la pression artérielle. Elles vont contrôler la balance de nos électrolytes. Elles vont contrôler nos os, nos muscles, notre graisse. D'autre part, ces hormones jouent un rôle sur la disponibilité énergétique. Autrement dit, elles vont contrôler le métabolisme des glucides, à savoir des sucres, et des lipides, à savoir de notre graisse. Donc vous voyez que ces hormones elles jouent un rôle important pour que notre organisme fonctionne au mieux. Donc toute dérégulation hormonale va conduire à des pathologies. Alors comment vont agir ces perturbateurs endocriniens? Alors ici, je vous ai présenté donc une glande endocrine où vont être produites nos hormones naturelles. Une des hormones naturelles chez la femme, ça va être l'œstradiol. Cette glande endocrine va libérer l'œstradiol, par exemple, dans le sang. Celle-ci va être transportée. Celle-ci va pouvoir se fixer à des récepteurs et donc jouer son rôle. Un perturbateur endocrinien, il peut jouer à toutes ces étapes. Il peut jouer sur la synthèse, il peut avoir des effets négatifs sur sa synthèse, sur la sécrétion, sur son transport, sur l'action de cette hormone. Tout simplement, soit en imitant, d'un point de vue structural, l'hormone. D'autre part, ces perturbateurs endocriniens, ils agissent à de très faibles doses. C'est-à-dire qu'avec des concentrations, je dirais, 1 million de fois, non, on va dire du nanomolaire, ces perturbateurs ont une action. D'autre part, ces perturbateurs, dans un mélange de substances, peuvent avoir des effets qui sont augmentés. D'où proviennent ces perturbateurs endocriniens? Alors, ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir une origine naturelle. Effectivement, dans certaines plantes, vous avez des œstrogènes, qu'on appelle des phytoœstrogènes. On va avoir des molécules qui peuvent présenter des effets négatifs sur notre santé, que l'on peut retrouver dans nos produits d'entretien, dans les aérosols, dans les produits cosmétiques, dans notre dressing. Les teintures sont remplies de perturbateurs endocriniens. Dans notre intérieur, il faut savoir qu'on retrouve des perturbateurs endocriniens sur les canapés, sur les moquettes, sur nos murs. Il y a la présence de perturbateurs endocriniens également dans les plastiques. Donc les jouets des enfants, les biberons, tout ce qui est en plastique. Dans les contenants alimentaires, certains médicaments sont des molécules qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. C'est l'exemple de la pilule contraceptive. On retrouve des perturbateurs endocriniens dans tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides, etc., etc. Et également dans les fumées issues d'usines. Et également dans les produits pétroliers. Donc, globalement, les perturbateurs endocriniens sont partout. Ils sont dans nos assiettes, ils sont dans notre air, ils sont partout. Donc, il faut qu'on vive avec. Alors, à quoi ça ressemble? Alors ici, je vous ai mis un certain nombre de molécules qui sont dites des perturbateurs endocriniens. À l'intérieur, je vous ai mis la structure de l'œstradiol, qui est l'hormone féminine. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ces perturbateurs endocriniens ont une structure cyclique. Ils présentent des cycles.
Donc, ces molécules sont relativement hydrophobes. Autrement dit, ce sont des molécules qui sont peu solubles dans l'eau. Par contre, elles vont être plus solubles dans les graisses. D'autre part, vous constatez que ces perturbateurs endocriniens, la structure de ces perturbateurs endocriniens est très proche de celle de l'œstradiol. Alors, quels sont les risques de ces perturbateurs endocriniens sur notre santé humaine? Alors, comme on a vu que ces perturbateurs endocriniens allaient interférer avec le système hormonal, on va voir effectivement l'apparition de nombreux cancers qu'on dit hormonodépendants, à savoir la présence de ces perturbateurs endocriniens va faire que les cancers du sein vont augmenter, les cancers de la prostate, des ovaires vont augmenter. On va voir également l'apparition de maladies auto-immunes. Ces perturbateurs endocriniens sont également responsables de la fertilité, d'une augmentation de fertilité, de puberté précoce. En fait, qu'est-ce qu'on appelle la puberté précoce? Chez une fille, si on voit l'apparition des seins à partir de 7 ans, on se pose la question, on se dit, c'est pas normal. Et ceci peut être lié à, effectivement, une exposition à des perturbateurs endocriniens. Chez le garçon, ça serait apparition des testicules à partir de 8 ans. Donc si ces caractères apparaissent très tôt, il vaut mieux aller consulter très vite. L'exposition à ces perturbateurs induit aussi des problèmes d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques. D'autre part, on observe une féminisation et des maladies neuronales telles que la maladie d'Alzheimer. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis quelques chiffres. Aujourd'hui, cancer du sein, il y a 3,8 millions de cas, avec chaque année 50 000 nouveaux cas en France. Pour la maladie d'Alzheimer, on a aujourd'hui 850 000 individus atteints de cette maladie, avec 200 000 nouveaux cas par an. Alors pour tout ce qui est puberté précoce, effectivement, on s'aperçoit... Alors, une étude avait été réalisée aux États-Unis et ils ont noté qu'il y avait 10,4% des filles qui étaient atteintes d'une puberté précoce. D'autre part, cette puberté précoce dépendait de leur origine ethnique. En France, on observe que 15,5% de personnes sont atteintes d'obésité en 2016, alors que seulement 6,1% en 1980. Pour le diabète, plus de 3,7 millions de personnes sont atteintes de cette maladie en France en 2014. Donc vous voyez ici que les perturbateurs endocriniens induisent de nombreuses pathologies. Alors quelles sont les périodes critiques pour l'exposition à ces perturbateurs endocriniens? Alors ce tableau vous présente les périodes de développement de certains organes. Voilà. Et si ces perturbateurs endocriniens agissent pendant ces périodes, on va observer des pathologies. Donc comme vous pouvez le constater, les personnes les plus vulnérables, ce seront les personnes à l'état fœtal, puis les jeunes enfants. Autrement dit, les femmes enceintes font partie des personnes les plus vulnérables. Alors, il y a eu une émission en janvier sur les perturbateurs endocriniens. Et là, je voulais vous faire passer des extraits de cette émission.
Et surtout, le reportage montrait également qu'à Montpellier, ils recevaient de plus en plus de jeunes filles qui étaient atteintes de puberté précoce et de jeunes enfants des jeunes garçons présentant des malformations au niveau des testicules. Alors, vous avez vu le risque sur notre santé, sur la santé humaine. Maintenant, notre faune aquatique est également exposée à ces perturbateurs endocriniens. Alors, ces perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans l'eau, ça peut provenir de vos crèmes solaires au niveau des plages, au niveau de la mer. Ça peut provenir aussi des emballages qui sont jetés dans l'eau, des bouteilles plastiques également qu'on retrouve sur les plages. La dégradation de ces bouteilles plastiques peut conduire à la production de perturbateurs endocriniens dans nos eaux. Et là, vous avez l'histoire d'un poisson femelle et d'un poisson mâle. Et le poisson femelle demande à son mari « Mais c'est un petit garçon ou une petite fille ?» Et le papa répond « Je ne sais pas ». Voilà. Donc, en fait, pour les poissons, il a été montré qu'il y avait une féminisation des mâles. Donc une féminisation des mâles, ça veut dire qu'il y aura peut-être disparition de certaines espèces de poissons. Qu'il y avait des développements incomplets des organes génitaux, une production anormale de protéines par les mâles, une endométriose, des malformations, des mortalités embryonnaires. Donc vous voyez ici que ces perturbateurs endocriniens peuvent perturber notre système hormonal. Alors maintenant, je vais vous présenter certaines molécules qui ont fait scandale, un scandale sanitaire. Et la première molécule, c'est le diéthylstilbestrol, qui est commercialisé sous le nom de Stilbène. Alors le Stilbène a été synthétisé en 1938 par Tots aux États-Unis. Et il a été utilisé pour traiter des femmes enceintes et pour éviter des avortements spontanés. Donc ça a été mis sur le marché en 1948 en France. En 1953, il y a une étude qui a montré que le diéthylstilbestrol était inefficace pour traiter ces avortements spontanés. Mais on continue à en donner quand même aux femmes. Et en 1971, c'est interdit aux États-Unis. Et 6 ans après, c'est interdit en France. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a été montré que le diéthylstilbestrol n'était pas efficace. D'autre part, une fois que les enfants étaient nés, on s'est aperçu de certains troubles. Effectivement, chez les filles, on observait des anomalies du développement de l'appareil reproducteur, une stérilité et des cancers qu'on ne voyait pas auparavant apparaître. Et chez l'enfant garçon, on observait des troubles au niveau des testicules. Et puis les filles ont eu des enfants, et ces enfants présentent encore des troubles. On voit l'œsophage obstrué à la naissance, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Chez les filles, on observe des retards dans la régularisation des règles, et chez les garçons, on observe des orifices urinaires décalés sous la verge. Donc vous voyez qu'on n'est pas forcément... On peut ne pas observer immédiatement un effet de ces perturbateurs endocriniens, mais quelques années plus tard, c'est-à-dire 40 ans plus tard éventuellement. Alors un autre perturbateur endocrinien que vous connaissez bien, c'est le bisphénol A. Le bisphénol A, il a été synthétisé en 1891. Et en 1930, on l'a utilisé comme oestrogène de synthèse. Puis on s'est aperçu que le bisphénol A était beaucoup, beaucoup moins efficace que l'œstradiol. Donc on l'a laissé tomber.
Et puis, il y a des chimistes qui se sont dit le bisphénol A présente des propriétés intéressantes. Effectivement, c'est un composé qui rentre dans les plastiques. Il rend les plastiques souples et transparents. Donc, il a été utilisé. Et en 1996, on a noté que des faibles doses de bisphénol A induisaient des effets sur les organes reproducteurs chez les souris mâles. En 2008, on s'est aperçu qu'il y avait une migration du bisphénol A du contenant vers le contenu quand on augmentait la température. Alors, il faut savoir que le bisphénol A se trouvait à l'époque dans les biberons en plastique. Donc très bien. Donc on le retrouvait dans le lait qu'on donnait à nos enfants. En 2010, le bisphénol A a été interdit dans les biberons au Canada. Et en 2011, seulement un an après, on l'interdisait en France. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de bisphénol A dans les biberons, en tout cas en 2011. Mais par contre, vous avez encore vos placards qui sont remplis de plastique qui contiennent du bisphénol A. Donc, vu les effets du bisphénol A, parce que c'est un perturbateur endocrinien, en 2015, il a été interdit dans tous les contenants alimentaires. Or, ce bisphénol A se présente dans beaucoup de matières plastiques. Donc, vous allez retrouver ce bisphénol A dans vos autos, dans la construction de vos maisons, dans votre électroménager, etc., etc. Donc, vous le touchez au quotidien, le bisphénol A. Il faut savoir. Alors, vous allez me dire, oui, mais il est moins actif que l'œstradiol. Oui, certes, il est moins actif que l'œstradiol, que les œstrogènes. Le problème, c'est que vous le touchez régulièrement. Donc, vous êtes en contact régulier avec ce type de molécules. Alors, il y a une étude qui a été faite sur des mères rates. Donc, ils ont pris un certain lot de mères rates et ils ont alimenté ces mères rates avec une alimentation riche en graisse, pour certaines d'entre elles. Et pour les autres, ils les ont alimentées avec une alimentation riche en graisse, mais supplémentée en bisphénol A. Et donc, ils ont fait un certain nombre d'études, et puis ils ont constaté qu'il y avait des modifications de notre génome. Alors, ces modifications, ça concerne notre ADN. Notre ADN a beaucoup moins de méthylation, pour ceux qui connaissent un petit peu, et puis en plus, ça modifie également la méthylation de certaines protéines qui se complexent avec l'ADN. D'autre part, il a été observé qu'il y avait une augmentation du récepteur aux oestrogènes. Vous vous rappelez cette protéine qui est surexprimée dans les cellules cancéreuses mammaires, avec une augmentation de la prolifération. Et à l'âge adulte, il a été noté des tumeurs mammaires plus importantes pour les enfants qui sont nés de mères alimentées en bisphénol A. Donc ensuite, vous avez des histogrammes, mais ça, c'est des expériences qu'on avait réalisées, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Un autre scandale, c'est l'utilisation du chlordécone. Alors le chlordécone, c'est une molécule active qu'on trouve dans les pesticides. Alors, ces pesticides étaient souvent utilisés pour traiter les bananeraies qui étaient envahies de charançons. Alors les charançons, c'est les petites bêtes noires là, que vous voyez là. Donc ça détruisait toutes les bananeraies. Donc ça a beaucoup été utilisé en Guadeloupe et en Martinique. Malheureusement, il a été observé des naissances prématurées. Et on a observé que 90% des Guadeloupéens étaient contaminés par
cette molécule. Il a été observé que c'était un cancérigène. Donc aujourd'hui, il est interdit en France, mais il faut savoir que ça s'appelle aussi une molécule, c'est un polluant organique persistant. Ce qui veut dire que cette molécule reste pendant un certain temps dans les terres. Donc ces personnes-là sont en contact encore avec cette molécule, même si c'est interdit depuis 1990. Alors certaines réglementations ont été mises en place pour nous protéger et pour protéger aussi notre faune aquatique, notamment. Alors, en 2002, donc, je vous ai parlé de la définition des perturbateurs endocriniens par l'Organisation mondiale de la santé. D'autre part, il y a une réglementation REACH qui dit que tout produit qui contiendrait des molécules toxiques ne devrait pas être autorisé à la vente. Donc pour cela, il faut évaluer ces produits, la toxicité de ces produits. En octobre 2009 et mai 2012, des textes de loi ont été mis en place pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, qui disaient que ces produits, s'ils contenaient des molécules toxiques, on interdisait la mise en marché, notamment ceux qui contiendraient des perturbateurs endocriniens. Alors c'est bien, le seul souci, c'est qu'on n'a aucun critère scientifique pour évaluer si ces molécules-là sont des perturbateurs endocriniens ou non. Donc il a été demandé qu'avant décembre 2013, nous ayons un texte de loi qui permette d'établir les critères scientifiques pour identifier un perturbateur endocrinien. Malheureusement, il n'y a pas eu de texte. Donc, il y a eu des sanctions en décembre 2015 vis-à-vis de la Commission européenne. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente de cette définition, de ces caractères, de ces propriétés de ces perturbateurs endocriniens, ces caractéristiques scientifiques. Alors, on pensait qu'on allait avoir un texte en janvier 2017, mais non, nous ne l'avons toujours pas, ce texte-là. Donc, beaucoup de nos politiques sont assez révoltés, parce qu'aujourd'hui, on est quand même tous exposés à ces molécules-là, et qu'il faut absolument que ces critères scientifiques soient donnés pour pouvoir interdire l'utilisation de certains produits. Toutefois, sachez que le gouvernement met en place des actions pour évaluer la toxicité de certaines molécules. Tous les ans, nous devons évaluer 5 molécules. Alors, ce n'est pas énorme, mais l'évaluation peut se faire sur différents critères. Donc, il faut que ces évaluations soient correctes avant d'interdire sur le marché certains produits. Donc, comme je vous le disais, en décembre 2015, la Commission européenne a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour n'avoir pas respecté la législation européenne qui lui imposait d'encadrer les perturbateurs endocriniens dès décembre 2013. Alors, vous avez un petit graphe ici qui vous montre que les perturbateurs endocriniens nous coûtent aujourd'hui 157 milliards d'euros par an à l'Europe. Donc 132 milliards d'euros pour tout ce qui est troubles neurologiques, 16 ou 15 milliards d'euros pour tout ce qui concerne obésité et diabète, et ainsi de suite.
Et on s'aperçoit que les perturbateurs endocriniens qui nous coûtent le plus cher, ce sont les pesticides quand même. Les plastiques, phthalates et bisphénol A. Alors les retardateurs de flamme, ce sont des molécules ce sont des produits qu'on place dans les jouets d'enfants, tels que les nounours, pour éviter qu'ils s'enflamment en fait, ou dans les canapés. Mais certains disent qu'il n'y a pas eu vraiment de test pour savoir s'ils s'enflammaient plus vite ou moins vite. Donc voilà. Donc il faut savoir que évaluer ces perturbateurs endocriniens est chose complexe et controversée. Effectivement, puisqu'il y a absence de critères harmonisés pour l'identification et l'évaluation de ces perturbateurs. D'autre part, l'évaluation est complexe due aux faibles doses. Effectivement, une faible dose de perturbateurs endocriniens peut engendrer des pathologies, des grandes pathologies. D'autre part, ces perturbateurs endocriniens, je vous ai montré tout à l'heure qu'ils étaient essentiellement lipophiles, donc qui pouvaient s'accumuler dans nos graisses. Donc dans nos graisses, on peut avoir de fortes concentrations de perturbateurs endocriniens, alors que dans le sang, cette concentration est faible. D'autre part, on est exposé quotidiennement à ces perturbateurs endocriniens. Donc, quel est le temps d'exposition? Voilà, c'est à définir. D'autre part, ces perturbateurs endocriniens, un perturbateur endocrinien n'est pas tout seul en solution. Il peut être en mélange avec d'autres molécules dites perturbatrices endocriniennes. Et cette association peut engendrer des effets cumulatifs. Comme vous avez vu tout à l'heure, ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir différentes cibles. Effectivement, elles peuvent jouer sur, tout à l'heure on a parlé du récepteur aux oestrogènes, donc il peut être une cible. L'autre cible pourrait être la protéine P25, etc., etc. D'autre part, cette évaluation est complexe puisque ça dépend de la fenêtre d'exposition. Est-ce qu'on a été exposé à l'âge fœtal? Est-ce qu'on a été exposé à l'âge adulte? Et les réponses vont être différentes suivant le temps d'exposition, l'âge d'exposition. Et comme on a montré tout à l'heure, il y a des effets transgénérationnels. Autrement dit, la maman peut être en contact d'un perturbateur endocrinien et cela peut être reconduit à la génération suivante. Mais il existe toutefois un certain nombre de méthodes pour évaluer la présence de ces perturbateurs endocriniens. Alors, l'image la plus haute à gauche, ça consiste à une étude bioinformatique. Alors, on sait que ces perturbateurs endocriniens vont aller se fixer sur des protéines. Et donc, par bioinformatique, on va pouvoir voir si cette molécule peut se fixer sur la protéine. Alors, ça peut être quelque chose de rapide. Un autre test, c'est des tests ELISA. Ça permet de mesurer une molécule bien particulière. Ça peut permettre de mesurer la quantité d'œstradiol qu'il y a dans le sang, par exemple. L'autre méthode présentée en haut à droite, c'est une méthode basée sur l'utilisation d'une levure, la levure de boulanger, la levure que vous utilisez pour faire gonfler vos gâteaux. Voilà, on utilise ces cellules de levure, on les transforme, on en fait des organismes génétiquement modifiés. Et à partir des mesures réalisées sur ces levures, on pourra dire si, dans notre produit, il y a présence ou non de perturbateurs endocriniens. Alors ça, je vais vous le présenter parce que c'est une technique que nous, on utilise au laboratoire. L'autre technique qu'on utilise également au laboratoire, c'est utiliser des cellules eucaryotes. Là, en l'occurrence, c'est des cellules HeLa. Mais voilà, c'est des cellules eucaryotes, c'est pareil, c'est des cellules qui ont été transformées, c'est des cellules humaines qui ont été transformées génétiquement pour pouvoir évaluer l'effet de ces perturbateurs. Alors tout à l'heure, vous avez vu un petit film, et ça consistait, c'est effectivement la société Watchfrog qui utilise des têtards. Alors ces têtards, en l'absence de perturbateurs endocriniens,
ne sont pas éclairées. Par contre, en présence de perturbateurs endocriniens, vous voyez apparaître une coloration verte. Autrement, vous pouvez utiliser aussi le modèle de la souris. Alors, certaines filières ont l'interdiction d'utiliser les animaux pour faire des tests. Donc, ne peuvent pas utiliser le tétard ni la souris. Donc, ils passent par les cellules eucaryotes, notamment la filière des cosmétiques. Alors, je vais vous expliquer le test qui est réalisé sur la levure que nous utilisons, mais le test est le même pour les cellules eucaryotes un peu plus complexes. Alors, au cours de nos travaux, on a transformé des levures par ce qu'on appelle des vecteurs pour rendre la levure, pour que la levure puisse produire du récepteur aux oestrogènes, qui, je vous rappelle, est la protéine qui va fixer les oestrogènes. D'autre part, dans cette levure, on va mettre ce qu'on appelle un vecteur rapporteur, quelque chose qui va pouvoir quantifier la fixation de ces oestrogènes aux récepteurs aux oestrogènes. Donc le test consiste à ceci. Donc voilà, le rapporteur, c'est quelque chose qui est présent en bleu ici. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc dans les cellules, on va exprimer le récepteur aux oestrogènes que j'ai appelé ER. Si le récepteur aux oestrogènes est en contact de perturbateurs endocriniens, il y aura fixation, il y aura formation de ce complexe. Et ce complexe va pouvoir se fixer sur l'ADN qui se trouve dans le promoteur d'un gène qui s'appelle le gène LAC-Z. Donc là, ça devient un peu compliqué. Et ce gène va synthétiser une protéine. Et cette protéine va catalyser une réaction. Et donc, on va voir une couleur qui va apparaître, qui va être jaune. Donc, suivant la quantité de perturbateurs endocriniens qu'on a dans notre solution, on va avoir une coloration plus ou moins jaune. On va avoir une coloration plus ou moins jaune, ce qui nous permettra de doser la présence de ces perturbateurs. Maintenant, s'il n'y a pas de perturbateurs dans notre produit, il n'y a pas de fixation, de complexation entre le récepteur et il n'y aura pas de complexation, donc il n'y aura pas de fixation, donc la solution elle sera incolore. Voilà, globalement, c'est un peu ça notre test. Ça, c'est notre test cellulaire, et en plus, on a un autre test, c'est un test moléculaire, mais qui donne à peu près le même type de réponse. Alors, vous allez me dire pourquoi vous avez deux tests, parce que dans certains cas, les produits qu'on teste peuvent tuer nos cellules. Donc, si ça tue nos cellules, on ne pourra pas faire les mesures. Donc, on passera par le test moléculaire. Donc, ici, cela nous a permis de montrer qu'effectivement, le bisphénol A qu'on a vu tout à l'heure est beaucoup moins puissant que l'éthylènestradiol, qui est le composé qui se trouve dans les pilules contraceptives. Et que ces deux tests sont complémentaires. Alors voilà, on a testé différents produits de cosmétiques. Alors effectivement, la société Fila nous envoie régulièrement des produits à tester. Et donc on pratique nos expériences. Et à partir de ceci, on peut leur dire il y a ou il n'y a pas de molécules de type perturbateur endocrinien dans vos échantillons. Donc ici, vous avez un conservateur qui a été testé. Et quand on fait ces expériences-là, on ne le fait pas qu'à une seule quantité de produits. On le teste à différentes quantités de produits afin de voir si la réponse est proportionnelle à la quantité de produits utilisés. Donc si c'est proportionnel, ça veut dire que l'effet est vrai et qu'il s'agit vraiment d'un perturbateur endocrinien. Donc on a testé un conservateur qui est le propylparabène. Effectivement, dans nos produits cosmétiques, on peut avoir du propylparabène. Ben, c'est un perturbateur endocrinien qui n'est pas interdit aujourd'hui. On a testé aussi un filtre solaire, donc c'est le scalol, et vous voyez également que le scalol est un perturbateur endocrinien. Donc dans vos crèmes solaires, il se peut qu'il y ait des perturbateurs endocriniens. Donc vous vous protégez contre les UV, mais en même temps vous vous exposez à des perturbateurs endocriniens.
Voilà, après, il faut... Donc, sachez que ces tests sur les produits cosmétiques, on les fait depuis à peu près 5 ans. On avait noté qu'il y avait beaucoup de produits cosmétiques qui contenaient des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Donc, ça veut dire que les entreprises, que les industriels font vraiment très attention à la présence de ces molécules dans leurs produits. Parce qu'ils savent très bien qu'un jour, ça sera interdit. Donc, voilà. Alors ici, on a testé des capsules de café. Vous savez, ceux qui ont des... Voilà, ben voilà, on a testé ces capsules-là. Et bien, quelle que soit la capsule de café qu'on a testée, on a vu des molécules qui devraient être des perturbateurs endocriniens dans ces capsules de café. En plus, vous savez, vos capsules de café, elles sont soumises à une certaine température aussi. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer que... Alors, c'est pareil. On a retesté ces capsules de café. Alors ça, on a dû le faire tout au début de nos expériences, quand on mettait au point ces techniques-là. Et on nous en a envoyé une récemment, et il n'y avait pas d'activité oestrogénique. Donc, on s'est dit, voilà, les industriels de l'emballage font attention aujourd'hui. De toute manière, s'ils nous les envoient, c'est bien pour les tester, pour pouvoir dire est-ce que je le mets sur le marché ou je ne le mets pas sur le marché. Donc ils sont sensibles quand même à la présence de ces perturbateurs endocriniens. Alors dans certains cas, vous voyez, on n'a pas d'effet. Donc quelle que soit la quantité de matériaux, parce que là c'est un matériau, quelle que soit la quantité de matériaux, la réponse est identique, donc il n'y a pas d'effet. Alors à chaque fois qu'on fait nos tests, on fait une courbe de référence en parallèle avec l'œstradiol, qui est l'hormone de référence. Et toutes ces expériences sont répétées au moins 3 fois, de façon indépendante. Donc, après, voici un exemple d'emballage qui présente un effet. Alors grâce à la courbe de référence, et à partir des courbes obtenues pour le matériau, on peut en déduire une concentration de perturbateurs endocriniens équivalent à l'œstradiol. Donc ça, c'est ce que nous avons fait sur des produits qui nous avaient été transmis par Effila et Cerbio. Alors il y a quelques années, on a fait une étude aussi sur l'eau du golfe du Morbihan. Donc il y avait un projet qui avait été accepté, qui avait été financé par l'Université Bretagne Sud à l'époque. Et donc on a fait des tests au niveau de l'eau de Locmaria-Ker. Donc toutes les semaines ou tous les 15 jours, on allait chercher de l'eau et puis on analysait cette eau. Et en parallèle, on avait mis aussi des huîtres en vue de déterminer également, puisque l'huître c'est un bioindicateur, ça nous permet de dire s'il y a présence ou non de polluants. Ben, vous voyez que l'eau de Locmaria-Ker n'est pas très contaminée par ces perturbateurs endocriniens, mais il y en a quand même un petit peu. Mais on ne voit pas de grande variation de cette concentration. Mais il y en a. Alors on s'est dit, mais d'où viennent ces perturbateurs endocriniens? Alors ce qu'on a fait, on a fait une étude. On est allé chercher de l'eau au niveau de l'étang au Duc. L'étang au Duc, juste en dessous de l'hôpital. D'accord? Donc on s'est dit, on va aller là, puisqu'il doit en avoir. Okay, et après, on est allé au niveau du lavoir, là, au niveau du lavoir, et après, on est allé au pont de Quérino. Et donc, les résultats sont présentés ici. Donc, quand on parle de l'étang au Duc, on a une quantité de perturbateurs endocriniens qui n'est pas négligeable, qui est là. Et puis, on va vers le pont de Quérino, plus cette concentration diminue, plus cette quantité diminue. Donc, on a bien un effet de dilution. Et après, donc, on avait testé également l'eau du robinet qu'on utilise régulièrement le midi au laboratoire. Et on s'est aperçu qu'on n'avait rien, on n'avait pas de perturbateurs endocriniens, donc on était très contents.
Après, nous sommes allés chercher de l'eau à l'entrée et à la sortie d'une station d'épuration. Donc c'est énorme à l'entrée. À la sortie, il y a une élimination d'environ 50%. Donc le reste est revéhiculé dans nos eaux. Alors voilà, donc il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout. Alors que faire pour éviter d'être en contact permanent de ces perturbateurs endocriniens? Alors je vous ai dit tout à l'heure, dans vos cuisines, dans vos placards, vous avez plein de plastique. Effectivement, ces plastiques peuvent contenir du bisphénol A. Alors tous les plastiques qui sont en polycarbonate contiennent du bisphénol A, ça c'est clair. Donc quand vous regardez vos plastiques, si vous avez ce sigle-là, le sigle avec le numéro 7, c'est sûr que ça contient du bisphénol A. Alors si vous avez ça dans vos placards, alors vous ne les jetez pas forcément tout de suite, mais vous évitez de mettre des corps gras dedans, okay, puisque je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces molécules-là, elles aimaient le gras, donc si elles sont libérées, elles vont être contenues dans le gras, et puis après, vous allez l'ingérer, donc voilà. D'autre part, vous évitez de mettre ces plastiques-là au four à micro-ondes. Voilà. Alors les autres plastiques, 3 et 6 contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. Donc évitez ces sigles-là pour vos boîtes en plastique. Donc évitez ces plastiques, c'est ce que je vous disais. Évitez les casseroles en téflon. Utilisez le plus possible d'ustensiles en inox. Évitez les casseroles et les poêles abîmés. Voilà, on ne le fait pas tous. Utilisez des contenants en verre ou en céramique pour le four à micro-ondes et se débarrasser des contenants en plastique. Maintenant, ce qui se passe dans nos assiettes. Alors, effectivement, on va tous manger des légumes qui ont été peut-être en contact de pesticides, et voire nos vaches vont être en contact de ces végétaux qui ont été en contact de pesticides. Donc ces vaches vont manger ces végétaux, vont accumuler dans leur graisse éventuellement des perturbateurs endocriniens. Et après, nous allons manger cette viande. Et donc, on va pouvoir ingérer, il se peut qu'on ingère des perturbateurs endocriniens. Alors, un conseil, favorisez toutes les viandes maigres. Évitez les gros poissons, parce que pareil, dans les gros poissons... Alors, les gros poissons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des poissons âgés en général. Donc, la probabilité qu'il y ait des perturbateurs endocriniens au sein de ces poissons peut être importante. Retirez au cours de la cuisson le gras fondu. Et maintenant, en ce qui concerne vos fruits et légumes, lavez les fruits et vos légumes, voire les éplucher, ça serait bien. Essayez de consommer plutôt des produits biologiques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que le golfe du Morbihan était quand même relativement peu contaminé par ces molécules-là, essayez de privilégier aussi les produits biologiques locaux. Ça évitera également d'acheter des produits sur lesquels on a rajouté des conservateurs et pour le transport, etc., etc. Éviter réduire la pollution. Éviter certains additifs, le E214 jusqu'à E219 et le E320, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et choisir des aliments frais pour éviter justement ces conservateurs. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on a fait notre étude sur le golfe du Morbihan, il y a d'autres personnes qui avaient fait une étude en Manche
et sur les estuaires de la Seine. Et elle a reproduit ces études-là également tout au niveau de nos côtes. Et elle s'était aperçue, quand même, les personnes s'étaient aperçues que nos côtes étaient beaucoup moins contaminées que la Manche. Donc c'est plutôt bien. Pour nous, en tout cas. Dans notre salle de bain, évitez certains produits cosmétiques qui contiennent ces composés-là. Donc les phtalates, ça c'est clair, évitez les phtalates, les parabènes. Le triclosan, on le retrouve souvent dans les dentifrices. Voilà, donc évitez ces produits qui contiennent ces molécules-là. Alors vous allez me dire, on ne va peut-être pas aller au supermarché avec une loupe, non, ça c'est sûr, mais bon, regardez un petit peu vos produits. Et si vous pouvez acheter des produits de soins de marque certifiée bio. Alors vous allez me dire, peut-être bio, non bio, voilà, il y a peut-être une politique là. Sachez que on peut supposer que les produits biologiques contiennent moins de pesticides que les produits non biologiques. On peut supposer, on espère en tout cas. Alors maintenant, au niveau de l'entretien ménager et du jardin, alors au niveau de l'entretien ménager, aérez régulièrement votre habitation, 10 minutes par jour, c'est bien. Parce que vous avez des poussières, vous avez des fibres en suspension. Ces fibres peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Utilisez comme produit d'entretien le vinaigre blanc. Voilà. Évitez de diffuser des aérosols, d'utiliser des bougies parfumées, de l'encens. Et supprimez tout ce qui est pesticides non biologiques. Donc plus utiliser des produits écologiques en fait. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je pense qu'effectivement, on peut accuser les industriels, mais si les industriels ont produit certains produits, c'est aussi suite à notre demande. Donc peut-être qu'il faut qu'on change notre mode de vie, qu'effectivement, mettre un désherbant, c'est plus rapide que d'aller désherber soi-même. Mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on le fasse pour éviter la présence de ces perturbateurs qui peuvent être des polluants organiques persistants. Donc ici, je voulais remercier toute l'équipe du laboratoire. Donc Olivier Cyr, qui est notre animateur de l'équipe. Donc Caroline Corbel, qui a beaucoup travaillé sur la protéine P25 et CDK5, deux protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Valérie, qui a fait beaucoup d'études sur l'huître en tant que bioindicateur pour mesurer l'état de pollution de l'eau du golfe du Morbihan, notamment. Hélène, qui est en train de réaliser des études avec des cellules eucaryotes humaines sur cette problématique, qui est sous... Mélanie, Mélanie qui travaille avec Hélène sur cette problématique. D'autre part, je voulais remercier la première personne qui a travaillé sur ce sujet avec moi quand je suis arrivée à l'UBS, donc qui m'a fait confiance, puisqu'il est arrivé en thèse quand j'arrivais à l'UBS et il fallait qu'on travaille sur les récepteurs aux oestrogènes, alors qu'on n'avait aucune connaissance de cette protéine-là. C'est Anthony Bouter. Et Anthony Bouter, donc, il est resté 3 ans en thèse avec nous, puis 1 an en post-doc. Et maintenant, il a été recruté très vite en tant que maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Je voulais aussi remercier Adélaïde, qui est ici présente dans la salle, qui, pareil, qui a travaillé avec moi depuis un certain nombre d'années et qui continue à travailler avec moi sur cette problématique. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a des contraintes horaires. Parce que sachez que quand on lance des cellules, il faut que nos cellules soient bien au moment où on veut faire la mesure. Donc, de temps en temps, on est là à 6 h du matin, ou on revient même le dimanche. Donc, ce n'est pas toujours très facile. Aussi, je voulais remercier André, qui a travaillé sur
sur cette thématique-là. Andrei, qui a été venu faire un stage, il est roumain, il est venu faire un stage chez nous pendant sa thèse. Et également Annabelle qui est en postdoc aux États-Unis, qui a travaillé sur P25, sur le sujet de Caroline, quand Caroline était en postdoc, elle aussi aux États-Unis. Et puis Michael, qui travaille sur les perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques, dans les bouteilles de plastique que l'on retrouve en mer. Ben voilà, je vous remercie de votre attention et je vous conseille d'aller voir ce reportage qui est très très bien fait. Je vous remercie.